Bienvenue à tous. La conférence va pouvoir commencer. Je passe la parole, pardon, à Frédéric Leterrier. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir pour la deuxième conférence du cycle Pouillou 2021, Claire-Anne de Chazelles, qui est une chercheuse au CNRS depuis, notamment dans le midi de la France, depuis une trentaine d'années, et qui au cours de ces 30 ans, a évidemment occupé un petit peu toutes les pistes de l'archéologie, de la fouille à la prospection ou au programme collectif de recherche. Elle a J'ai eu le plaisir de la connaître il y a déjà une bonne vingtaine d'années lorsque j'étais en poste en Languedoc-Roussillon. Ça s'appelait encore Languedoc-Roussillon à l'époque. Et lorsqu'elle qu'elle dirigeait des fouilles sur l'oppidum de Mont-Lorès au-dessus de la ville de Narbonne. Donc un oppidum. Elle a ensuite récidivé, si j'ose dire, avec l'oppidum de Muriel-les-Montpellier, qui, comme le nom l'indique, est proche de la ville en question. Et donc, toutes oppidas qui sont certes entourées de murailles de pierre, mais dont les constructions sont très souvent en réalité en terre ou au moins partiellement en terre. Donc, outre ces activités de fouilles qui l'ont occupé de nombreuses années et les publications qu'elle a su mener à bien avec des monographies sur les sites qu'elle a fouillés, elle s'est très tôt intéressée à un aspect spécifique de l'architecture, d'abord proto-historique, puisque c'est sa spécialité, et ensuite rapidement sur l'ensemble de la chronologie depuis le néolithique sur la construction en terre crue, qui l'a occupé pendant des années dans le cadre de participation à des travaux de fouilles, mais aussi beaucoup avec des partenariats internationaux, notamment en Méditerranée, avec le Maghreb, beaucoup, l'Espagne, Chypre, et évidemment le midi de la France, qui était l'habitat en terre crue, les maisons en terre crue du midi de la France. C'était d'ailleurs son sujet de thèse en 1990. Donc, elle a notamment participé à l'organisation et à la publication de nombreux colloques, et notamment dans le cadre d'échanges interdisciplinaires qui regroupent notamment des archéologues, certes, mais aussi beaucoup d'architectes. Et donc, cette dimension architecturale est très forte dans ses travaux de recherche depuis des années. Donc, je vais lui passer la parole et je vous retrouve à la suite pour d'éventuelles questions. Voilà. Claire-Anne, c'est à toi. Oui, bonjour. Alors, attends, il faut que j'essaye de mettre mon micro déjà. Le micro, ça va? Attends, il faut que j'arrive à trouver mon machin. Voilà. Ah.
Bonjour, donc merci à Frédéric de Terlet de m'avoir invité pour cette conférence. Donc je vais parler en fait non pas que de la France méridionale, mais des architectures de terre dans l'ensemble de la Méditerranée occidentale, parce que je développe des approches qui sont plutôt historiques, et donc il est nécessaire de prendre en considération un très vaste espace géographique et sur une très longue durée. En archéologie, les travaux effectués au Proche-Orient sur la construction en terre ont été absolument fondateurs de ces recherches et de nos recherches ici en Occident. Et j'ai le plaisir de remercier ici Olivier Oranche, dont les travaux sont bien connus, qui a été un pionnier de la reconnaissance des constructions en terre et de leur rôle majeur dans les premières architectures de l'humanité. Je lui dois beaucoup dans le début de mes recherches parce qu'il m'a beaucoup aidé. Alors en France et en Occident en général, l'archéologie des constructions en terre n'est apparue finalement qu'assez tardivement, dans la fin des années 70 et début des années 80. Et se situait dans un contexte d'engouement général pour les architectures de terre, qui était développé surtout par les architectes, et qui a été concrétisé par une grande exposition en 1981 sur les architectures de terre dans le monde. Et il se trouve qu'à la même époque, des découvertes très importantes ont été faites. Alors, d'une part, dans la région de Lyon et Saint-Romain-en-Galles, pour la période romaine, par l'archéologue Armand Desbas, que vous connaissez certainement tous à Lyon, et son équipe, qui ont mis en évidence la présence d'architectures de terre, de toutes sortes de techniques de construction en terre dans l'habitat romain, ce qui était tout à fait inattendu, puisqu'on pensait toujours que c'était oriental ou africain, ou enfin, dans d'autres pays que le nôtre. Et seconde découverte, celle-ci dans le sud du Midi et pour l'âge du fer, qui est la découverte de l'île de Martigues, où les niveaux incendiés ont restitué là aussi des architectures en terre extrêmement bien conservées et diversifiées. Alors, le premier colloque s'est tenu en 1983 à Lyon sur l'architecture de terre des provinces romaines. Alors, moi-même, j'ai commencé personnellement au tout début des années 80 cette recherche, d'abord sur la proto-histoire et très rapidement sur la période romaine, et je l'ai étendue au néolithique et au Moyen-Âge et jusqu'à la période moderne. Comme je vous l'ai dit, c'est la perspective historique qui m'intéresse. Et en embrassant toutes ces données, j'ai fait émerger deux problématiques majeures. D'une part, celle de l'adobe, avec la question qui se pose sur ses origines, notamment en Occident, ses usages et sa permanence. Et une autre technique qui est celle du pisé, qui à l'époque était un terme un peu fourre-tout, qui désignait pour les archéologues tout ce qui n'était pas bâti en torchis ou en briques, les deux techniques qu'on reconnaissait bien. Alors, au début de mes recherches, j'ai proposé d'utiliser une expression neutre qui était terre massive et qui pouvait recouvrir à la fois du pisé et de la bauge. Donc, ça a permis, d'une part, de mettre en évidence l'existence de la bauge pour toutes les périodes considérées, et d'autre part, de rendre au pisé ses propres caractères et donc d'arriver à restituer sa propre histoire. Alors, je montre cette carte pour vous montrer justement l'intérêt de travailler en diachronie et à vaste échelle. Si on fait cette carte très schématique des techniques de construction à l'heure actuelle, on a un télescopage des informations, parce qu'on a des vestiges de différentes époques. Et si on se borne à travailler sur ce qui est visible, on ne comprend pas comment on peut avoir des zones où, majoritairement sur l'est du bassin méditerranéen, on construit en briques, même si on construit avec d'autres techniques, ou dans la péninsule ibérique et au Maghreb, on a du pisé et de l'adobe, et où dans le reste de l'Europe continentale, la France et l'Italie, on a au contraire énormément de techniques, on a toutes les techniques de construction qui sont représentées, sans qu'une d'elles émerge aussi nettement que le pisé et l'adobe dans ces secteurs-là ou la brique dans ceux-là.
Voilà, c'est qu'il faut travailler sur l'histoire des techniques et comprendre pourquoi certaines apparaissent, pourquoi elles peuvent disparaître par moment ou ressurgir. J'espère que sur votre écran, vous n'avez pas toutes les vignettes que j'ai sur la droite et qui, personnellement, je ne vois pas tout mon écran. Bon, donc c'est une problématique globale. Il y a plusieurs approches, donc une approche technique qui permet de travailler sur l'identification des procédés de construction, une approche historique, comme je l'ai dit, et une approche à plus petite échelle qui serait socio-économique ou sociétale et qui permet de voir un petit peu quels sont les gens qui construisent en terre à une époque donnée et pour quelles raisons. Alors, dans l'approche technique, je pense qu'il faut distinguer deux sortes de techniques. Dans la colonne de gauche, ce sont les techniques que j'appelle intuitives, qui sont faites avec un matériau qui est de la terre, mélangé à de l'eau et des fibres, en général des végétaux, et qui va servir à façonner cette pâte pour en faire soit de la bauge, c'est-à-dire pour construire directement, soit du torchis, en le plaquant sur une armature végétale, soit des briques modelées, enfin des éléments modelés qui peuvent être utilisés soit à l'état plastique, soit humide, soit à l'état sec. La deuxième série de techniques, elle s'emploie avec une terre qui est sèche, pardon, qui peut être humide dans le cas de la brique moulée et qui peut être sèche dans le cas du pisé ou d'autres techniques de terre coffrée. Donc, c'est des techniques qui ne sont absolument pas intuitives. Il a fallu penser à inventer le moulage, soit à petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'éléments modulaires, des briques, soit à grande échelle pour faire du pisé. Alors, on va voir un petit peu les éléments dont on dispose. Alors, bien sûr, pour travailler sur ces architectures de terre, on dispose d'abord de la fouille, mais on peut s'appuyer aussi sur l'analyse qui se fait en laboratoire. Alors, il y a plusieurs sortes d'analyses, des analyses sur les matériaux eux-mêmes qui vont caractériser la terre, qui vont caractériser aussi les stabilisants qui sont ajoutés. Ce sont des fibres ou ce sont des matières organiques parfois, et qui vont permettre soit d'identifier les provenances de la terre, donc un territoire exploité, ou alors des usages spécifiques qui sont faits de la terre, soit pour construire les murs, soit pour faire les finitions. D'autres formes d'analyse qui sont pratiquées aussi en laboratoire, notamment la micromorphologie. Alors, micromorphologie, c'est l'étude de grandes lames minces qui sont faites dans des structures bâties et qui analysent donc la structure à l'échelle microscopique, donc on ne voit pas à l'œil nu, et qui vont en définir tous les caractères. Alors, c'est une technique qui est très utile, entre autres, quand on travaille sur les architectures de terre, pour arriver à faire la différence entre le pisé, qu'on voit ici, et la bauge, qui, à première vue, sont quand même assez similaires, qui se distinguent sur des murs en élévation, mais qu'on a beaucoup de mal à distinguer l'une de l'autre dans les fouilles archéologiques sur des vestiges qui sont arasés ou qui ont beaucoup souffert de l'enfouissement. Un autre type d'analyse qu'on commence à pratiquer récemment, ce sont des analyses chimiques et biologiques qui mettent en évidence des ajouts qui ne sont pas décelables à l'œil nu, de matières organiques non solides, c'est-à-dire des jus végétaux ou des éléments d'origine animale comme des graisses ou du laitage et des choses comme ça. Alors, on peut s'appuyer aussi sur les ressources textuelles. Alors, suivant les types de publications, les informations qu'on aura seront plutôt des informations générales sur l'histoire de la construction. Ce sont dans des ouvrages savants. Et un des plus anciens, c'est le traité d'architecture et de construction de Vitruve, les 10 livres d'architecture, et d'autres traités qui apparaissent plutôt à partir des XVIIe et XVIIIe siècles. On peut s'appuyer aussi sur des encyclopédies antiques ou récentes, comme celle de Pline pour l'Antiquité ou l'encyclopédie méthodique. Une autre série de textes va plutôt aller
va plutôt compléter nos informations dans le domaine civil et personnel. Donc, ce sont les actes de la vie civile, les actes notariés, ce qu'on appelle les prix faits, les inventaires des comptes et des litiges qui apparaissent en Occident avec le Moyen-Âge et qui sont très précieux pour comprendre à petite échelle ce que je disais tout à l'heure, qui construit en terre, comment et pourquoi. Et puis, il y a bien sûr des textes juridiques et législatifs qui réglementent la construction et notamment la construction en terre. Un outil aussi dont on dispose, c'est l'expérimentation. Alors voilà, je vous présente des photos qui ont été prises sur un chantier que j'ai dirigé sur le site de Latte, où on a pratiqué à peu près toutes les techniques de construction en grandeur réelle pour bâtir une maison et où on a expérimenté aussi d'autres techniques auxquelles on avait pensé ou qu'on avait pu voir dans la littérature pour voir si elles étaient réalisables. Donc, c'est un moyen de comprendre et d'interpréter après les vestiges qu'on découvre. Quand on connaît bien soi-même les techniques de construction, il est plus facile de les identifier. C'est un moyen aussi de voir les malfaçons, par exemple, quand une toiture s'effondre, ou de tester des hypothèses comme celle-ci, qui sont plusieurs essais de bauges coffrés, qui sont des choses qu'on lit parfois dans la littérature et sur lesquelles on pouvait avoir des doutes. Enfin, le dernier outil dont on dispose, ce sont ce que j'appelle les ressources ethnographiques. C'est un bien grand mot parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de travailler en immersion, c'est-à-dire d'aller sur un chantier dans un pays où on construit encore en terre, mais au moins, on peut étudier des bâtiments qui sont encore en élévation et donc on connaît les techniques. On peut fouiller, j'en ai fouillé des bâtiments en pisé ou des bâtiments en bauge pour arriver à voir des vestiges, même si ce sont des bâtiments du 19e siècle, voir les vestiges, comment on les interprète et en tout cas se constituer une bibliothèque d'images et de photos qui vont servir aussi à aider à l'interprétation. Donc, si vous le voulez bien, on va faire une première partie sur les architectures de terre en Méditerranée occidentale qui sera axée sur la diversité et l'histoire des techniques. Alors, j'ai choisi une présentation par technique plutôt que par période. Ça me paraissait plus simple à comprendre et ça me permet de faire le point justement sur le parcours historique de chacune de ces techniques à partir des connaissances dont on dispose aujourd'hui. Alors, je dois préciser quand même que la documentation, surtout archéologique, est très disparate. Elle est très abondante et détaillée en France et en Espagne, où on travaille sur ces questions-là depuis 30 ou 40 ans, comme l'a dit Frédéric, mais elle est nettement insuffisante au Maghreb, où on s'est focalisé surtout sur le pisé et l'adobe, et en Europe, en Italie, où malheureusement, il y a très peu de recherches qui portent sur les constructions en terre, alors qu'elles sont abondantes et diversifiées. Il faut préciser aussi que pour les périodes antérieures au XVIIIe siècle, l'essentiel des connaissances donc, va reposer sur les découvertes archéologiques. Les édifices en élévation que l'on peut voir aujourd'hui ont rarement plus de 200 ans. Il en existe, il en existe même du Moyen-Âge, et ils doivent leur conservation soit à leur statut, parce que ce sont des châteaux ou des monuments, soit dans l'habitat, et on en verra, parce qu'ils ont été protégés, parfois par des revêtements de mortier, des revêtements de pierre ou de briques, qui les ont dissimulés et en même temps consolidés. Donc, je vais commencer par les techniques dites intuitives, c'est-à-dire le torchis et la bauge, et ensuite on verra les techniques de moulage de l'adobe et du pisé. Donc, en fouille, on peut identifier des constructions en torchis par la mise en évidence de petits fragments qui ont cuit dans des incendies et qui ont fossilisé l'empreinte d'un cléonnage ou de la structure portante. Donc, on va étudier ça et on va essayer de restituer l'apparence de la structure qui portait ces torchis. Alors ça, les archéologues les ont vus depuis très longtemps et savaient qu'on construisait en torchis. On les repère également par les trous de poteaux, en général. Donc, pour la préhistoire et la protohistoire, ce sont des poteaux qui sont plantés dans le sol
et qui sont reliés entre eux essentiellement par la charpente, tandis qu'à la période romaine, ce sont des pans de bois, donc c'est des bois qui sont assemblés avec une ossature de bois horizontaux et obliques, donc c'est tout à fait différent. Donc, on construit en torchis dès le début des constructions humaines, c'est-à-dire dès le néolithique. Donc, on en a des vestiges très nombreux partout. Il semble que tout le monde est construit en torchis dans toutes les régions du bassin occidental. Et à l'âge du fer, c'est encore un mode de construction qui est très répandu, que ce soit en Espagne, en Italie ou en France. On connaît moins pour l'Afrique du Nord, mais bon, on a quand même quelques éléments. Donc, ce sont des poteaux plantés, comme je l'ai dit, qui sont des poteaux porteurs, donc, et qui vont avoir simplement un clayonnage recouvert de terre. Donc, ça peut être des parois extrêmement fines, comme des cloisons, ou des murs un petit peu plus épais. Alors, voilà, quelques propositions de restitution, soit sur des poteaux plantés et un habitat surélevé, comme au bord d'étangs ou de lacs, ou des bâtiments qui reposent directement sur le sol. Donc, à la période protohistorique, ou à l'âge du fer, c'est pareil. Donc, la construction en torchis est très répandue au 7e, 6e siècle, mais dès que la brique crue va apparaître et se généraliser, la construction en torchis va régresser, de même que la construction en bauge, et pour ne réapparaître que plus tard. Alors, le torchis est cantonné à des cloisonnements ou peut-être à des parties hautes des édifices ou à des bâtiments annexes. On le revoit apparaître à l'époque romaine, toujours sous la forme de poteaux plantés dans certains habitats, mais plutôt associés à du pan de bois. Donc, le pan de bois ici, par exemple, à Lyon, ici à Salelles, on voit une empreinte de poteau. Donc, des structures qu'il faut imaginer comme celle-ci, qui partent du rez-de-chaussée et qui se développent en encorbellement, comme on a des exemples à Pompéi ou Herculanum. Voilà, de bois assemblé, de charpente assemblée. Et à ce moment-là, le torchis retrouve un rôle très important dans ce qu'on appelle les ourdis, c'est-à-dire les parties qui s'intercalent entre les poteaux. Alors, quelquefois, on n'a que les éléments de ourdis, justement, avec les traces de poteaux, qui permettent de savoir qu'on avait affaire à une construction à pan de bois. Alors, je ne vais pas développer tellement cette technique, hein. C'est une technique qui fait partie des techniques universelles qu'on trouve partout, donc à la préhistoire, à la protohistoire, encore à la période romaine, et à toutes les époques, et de nos jours, qui est en Europe toujours associé à du pan de bois, que ce soit en rez-de-chaussée ou en étage, mais comme dans cet exemple-là, par exemple, en Afrique du Nord, dans certaines régions, elle constitue encore de l'habitat sur poteaux plantés. Donc, la deuxième technique, qui est aussi une technique intuitive, qui est aussi ancienne que le torchis, maintenant qu'on sait la reconnaître, on s'aperçoit que dans les premiers habitats, eh bien, il y a ou du torchis ou de la bauge. C'est le même matériau qui est utilisé de manière différente, soit pour faire des murs relativement massifs, relativement épais, qui vont être des murs porteurs, c'est-à-dire qui vont porter la charpente du toit, soit en plaquage, comme on vient de le voir pour le torchis. Donc, comme c'est une technique universelle, comme c'est une technique très, très ancienne, qui a plusieurs millénaires, eh bien, elle est extrêmement diversifiée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de bauge, mais il y en a une grande quantité, et on pourrait peut-être parler plutôt des bauges que de la bauge. Alors, c'est aussi une des techniques qui a été reconnue le plus tard par les archéologues, puisque chaque fois qu'on trouvait des murs en terre massive, on pensait que c'était du pisé. Donc, on ne la reconnaît finalement que depuis assez peu de temps, mais pour toutes les périodes. Alors, comme c'est une technique relativement élémentaire, je ne veux pas dire rudimentaire, mais relativement élémentaire, on n'envisage pas de transfert de savoir-faire pour ce genre de technique. Tout le monde est capable, à partir de ce mélange de terre, de construire des murs en terre, des murs en bauge. Mais des variantes commencent à être connues pour la préhistoire, donc pour le néolithique.
sans qu'on puisse dire s'il y a des particularités régionales, si on construit de telle manière à tel endroit ou pas, et s'il y a une évolution dans le temps. Alors le temps, il est très long, puisqu'on commence vers le 5e, 4e millénaire pour les pays occidentaux, et qu'on va jusqu'à l'âge du bronze. Hein. Donc, on reconnaît deux modes de construction principaux, des constructions en terre massive qui sont, comme on le fera par la suite, des amoncellements de terre, tout simplement, ou un façonnage de boulettes, comme ici dans ces deux exemples, ici des pains de terre qui sont agglomérés, peut-être avec un liant, ça n'a pas été très bien déterminé, ou ces boulettes-là, on voit bien les traces de doigts, qui sont tombées dans un fossé, c'est un fossé défensif, donc qui longeait la fortification elle-même, faite de bois et de boules de terre. Alors, ces procédés, on va les retrouver à des périodes plus récentes, notamment à l'âge du bronze et à l'âge du fer, mais à l'âge du fer, on privilégie plutôt des techniques de terre massive, c'est-à-dire de couches empilées. On appelle ça d'ailleurs de la bauge empilée. Donc avec des exemples au 7e ou au 6e siècle, on voit un petit peu les couches ici. Des murs qui sont généralement très larges et qui démarrent au ras du sol, sans fondation et sans solin. Pour des périodes un peu plus récentes, comme l'habitat de Latte, par exemple, qui est un habitat du 5e et du 4e siècle en Bauge, ou l'habitat de Martigues, du 6e au 1er siècle, on a des murs qui démarrent aussi au ras du sol sans solin en général. Et on s'est demandé, notamment à Latte, s'il ne s'agissait pas tout simplement de solin. On est dans des contextes, aussi bien à Martigues qu'à Latte, où il n'y a absolument pas de pierre dans l'environnement, il n'y a que de la terre. Et donc, dans certains cas, on peut se demander si ces murs de Bauge, qui ne sont jamais très hauts, et vous voyez sur le site de Martigues qui arrivent à la même hauteur que les murs de pierre, s'ils ne se sont pas substitués tout simplement à des constructions en pierre pour faire l'économie de la pierre. Voilà. Et à Latte, à plusieurs reprises, on a trouvé dans ce genre de maison des soubassements en Bauge associés à des murs en adobe ou à des démolitions d'adobe qui vont dans le sens de cette hypothèse. Alors, en Languedoc, bon, je prends l'exemple de Latte parce qu'il a été très, très largement fouillé. C'est une grande agglomération et on sait beaucoup de choses sur son architecture. Donc, sur le site de Latte, la bauge est utilisée au 5e ou 4e siècle et plus du tout à partir du moment où la brique s'impose. Ça, c'est clair. En Provence, à Martigues, la bauge est utilisée du 6e siècle jusqu'au 1er siècle avec une certaine amélioration au cours du temps, c'est-à-dire que les murs deviennent plus fins en général et bien rectilignes. On la retrouvera à l'époque romaine, dans la région de Martigues, notamment à Aix-en-Provence, pour des clôtures, par exemple. Et elle ressurgit à l'époque romaine, dans l'habitat rural. Voilà, donc plusieurs exemples dans la région de la vallée de l'Hérault, de villas, donc de domaines rustiques, dont les bâtiments, notamment des grands chais ou des granges, sont bâtis visiblement en Bauge. Donc, voilà, c'est une technique qui ne laisse pas beaucoup de traces malheureusement, parce que quand les murs sont effondrés et fondus, on ne peut pas l'identifier comme on identifie le torchis ou la brique. Alors, on ne connaît rien sur la bauge en Afrique du Nord. On connaît très peu de choses en Espagne parce que soit il n'y en a pas beaucoup, soit les archéologues ne se sont pas tellement intéressés à cette question, mais on en connaît à l'âge du bronze, au début de l'âge du fer quand même. Et surtout, que ce soit en Afrique du Nord ou en Espagne, on en voit dans l'architecture actuelle rurale sous la forme de mottes ou de pains de terre. Donc, on peut penser qu'elle a existé depuis toujours. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les données italiennes. Alors, j'ai dit, les archéologues italiens ne se sont pas intéressés à la construction en terre parce qu'ils ont bien d'autres constructions bien plus intéressantes en pierre à étudier que ces modestes structures. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément il y a beaucoup de découvertes de murs en terre qui auraient mérité d'être étudiées. Alors, ceux qui ont été bien identifiés se trouvent ici, donc dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles,
où 2 sites au moins ont livré pour des niveaux du 4e et 3e siècle, dans des villes qui sont relativement hellénisées, très influencées par les Grecs, des ensembles de murs qui sont visiblement en bauge, ça ne fait aucun doute. Alors, sur le site de Harpy, on voit des enduits peints hellénistiques qui recouvrent ces murs. Donc, cette technique coexiste à Harpy avec la technique de la brique, mais pour le 4e, 3e siècle, elle est assez répandue. En revanche, sur des sites étrusques, donc qui sont beaucoup plus anciens, des 7e et 6e siècles, comme le site de Roselle en Toscane, il y a aussi des murs en terre massive, mais ils n'ont pas été fouillés, donc la technique est totalement indéterminée, malheureusement. Bon. Vu l'étroitesse des murs, pour de la bauge, c'est un peu difficile à croire. Les murs en bauge ont au moins 60 cm d'épaisseur pour être stables. Et pour du pisé, c'est également un petit peu fin. Donc, il faudrait peut-être préciser le mode de construction. Enfin, dans le sud de l'Italie, pas très loin finalement d'Harpy et d'Ordona, dans la région de Basilicate, les archéologues ont interprété des vestiges d'une façon qui me semble un petit peu curieuse. Ils ont trouvé des morceaux qui ressemblent à du torchis ou à de la bauge avec des empreintes de poteaux, mais n'ont pas restitué ce qui aurait pu, à mon avis, être une hypothèse, c'est-à-dire du pan de bois avec du torchis. Non, ils ont restitué une sorte de terre coffrée, de bauge coffrée. Ce n'est pas du pisé, parce qu'ils ont fait des restitutions à base de terre très humide et paillée. Donc, dans des coffrages et avec des poteaux verticaux qui sont insérés dedans. Et voilà, donc la bauge englobe les poteaux. Donc, c'est une technique qui paraît un petit peu bâtarde, à mon sens, et à laquelle je ne crois pas beaucoup personnellement. Donc, la bauge, je l'ai dit, à l'époque romaine, existe dans le monde rural. On ne la connaît pas pour l'instant en ville. Et on va la voir réapparaître à partir du Moyen-Âge, donc dès le haut Moyen-Âge, sous diverses formes, souvent des formes de boulettes, comme dans la préhistoire, ou de bauges massives, comme cet exemple à Montpellier, qui est assez précoce, qui est de la fin du XIIe siècle. Alors, on en connaît donc 2 formes. Cette forme massive, dans laquelle on reconnaît simplement des assises quand les murs sont assez bien surélevés, comme dans l'exemple de Carpentras, ici, qui date du XIIIe ou du XIVe siècle. C'est une forme de bauge qui est la plus répandue, qu'on va trouver encore après, à l'heure actuelle, un petit peu partout, notamment en France. Mais il existe une autre bauge qui est très originale, et qui, en l'état actuel des données, semble inventée plutôt dans la région de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. C'est là qu'on a les exemples les plus anciens, les autres se situant dans l'Aude et dans l'Hérault. Alors, la particularité de cette bauge, qui a toujours des murs très épais, mais c'est que les lits de terre ont une dizaine de centimètres, entre 10-15 cm d'épaisseur, et sont systématiquement séparés par des rangées de brindilles de bruyère, on les voit un petit peu sur cette photo, qui sont placées transversalement ou parfois remplacées par de la paille. Alors, quel est l'intérêt de ces rangs de végétaux dans la structure? Alors, d'une part, je pense que pendant le chantier de construction, ça peut aider à marcher sur le sommet du mur en construction, au lieu de piétiner dans la bauge, comme dans les autres systèmes. Ça peut permettre au mur de faire évacuer l'eau en séchant un peu plus facilement, de drainer, mais ça peut surtout apporter une armature interne au mur, c'est-à-dire éviter les problèmes de fissuration qui sont propres à la bauge, on l'a vu sur les murs italiens. Donc, éviter que les fissures verticales ne se propagent sur la hauteur du mur, elles sont interrompues par les rangs de végétaux. Alors, cette technique, on ne la connaît pas à l'est du Rhône, elle est très languedocienne pour l'instant, en attendant de nouvelles découvertes. Et comme l'autre bauge d'ailleurs, elle va disparaître à la fin du Moyen-Âge, disons après le XVe siècle. On ne va plus du tout en trouver dans le sud de la France, dans les départements méditerranéens, disons. Elle va plutôt se déplacer vers l'ouest,
Donc, on la voit déjà arriver dans l'Aude, à Lézignan-Corbière, et elle va se déplacer petit à petit vers Toulouse et un peu plus loin, donc entre le 15e et 16e siècle. Et au 18e siècle, on va retrouver de la bauge, mais pas de la bauge, pas cette bauge-là, ou pas seulement cette bauge-là, mais bien qu'elle soit souvent assez présente, dans un large quart sud-ouest de la France. Voilà. À côté d'autres techniques comme le pisé ou la brique crue. Dans ces régions, on construit énormément en briques, en terre. Alors, je vous montre quelques exemples patrimoniaux de bâtiments qui, pour les uns, remontent parfois au XVIIe siècle, hein, comme ces petits manoirs en Normandie. Donc, à partir de l'époque moderne, disons de la fin du Moyen-Âge, la bauge va se situer plutôt dans l'ouest de la France. Donc dans le sud-ouest de la France, je l'ai dit, mais aussi sur la façade atlantique, par exemple en Vendée, avec ces célèbres petites bourrines, qui sont des habitats des marais, et en Normandie, en Bretagne, en région centre, et même dans le nord de la France et jusqu'en Belgique. Donc, vous le voyez sur les photos, on a affaire à plusieurs modes de construction. Le plus courant, c'est la bauge massive en assise, comme sur ce mur, on voit bien sur ce mur, qu'on va retrouver un peu partout. C'est la même chose pour les bourrines. Ici, c'est séparé par des rangées un peu différentes. Là, ce sont plutôt des pans de terre. Et on va trouver, notamment dans le sud-ouest, cette bauge litée avec les rangs de végétaux. Alors, on peut s'étonner que la construction en terre soit aussi répandue dans des régions comme la Bretagne ou la Normandie ou la Vendée, qui sont des régions assez pluvieuses hein, par rapport aux régions méditerranéennes. Mais en fait, c'est parce que le fait que le sous-sol soit toujours humide permet d'exploiter la terre directement dès qu'elle est extraite, en mélangeant simplement de la paille. Si on veut construire en bauge dans le midi de la France, il faut ajouter des quantités phénoménales d'eau, il faut mélanger la terre, et donc c'est une charge de travail absolument considérable, parce que les murs en bauge sont très très épais, ils font au moins 60 cm d'épaisseur, donc il faut des volumes de terre colossaux. Donc on arrive à ces techniques de moulage. Donc la brique, voilà, la brique, quelle que soit la période ou le lieu de construction, on la reconnaît, ce sont des éléments modulaires. Les modules peuvent changer, bien sûr, suivant les lieux et les époques. Et ils sont séchés avant d'être utilisés et maçonnés avec un liant. Alors, je montre cette carte. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du Proche-Orient. Donc, on sait que la brique moulée a été inventée aux alentours du 8e millénaire au Proche-Orient, en Turquie, en Syrie, en Irak, avec sans doute plusieurs foyers d'invention. C'est encore difficile à dire, mais c'est assez probable. On la trouve au 4e millénaire en Égypte, où on commence à se dire que peut-être il y a aussi un foyer d'invention qui serait en Basse-Égypte de la brique moulée. Il y a d'abord des phases avec de la brique modelée, comme au Proche-Orient. Et au 4e, 3e millénaire, on a une exportation, c'est clair, de la brique dans toutes les régions de Grèce continentale et des îles. Voilà. Donc, entre le 8e et le 3e millénaire, la brique est un phénomène qui reste oriental. Jusqu'au 1er millénaire, le bassin occidental n'est pas concerné par les architectures de briques. Elles vont commencer à apparaître, vous le voyez avec les petits ronds verts, entre le 9e, 8e siècle avant notre ère et se généraliser plutôt à partir du 6e siècle avant notre ère. Alors, c'est un phénomène qu'on relie à la colonisation orientale, avec des colons phéniciens qui venaient du Levant et des colons de Grèce de l'Est qui venaient de Turquie, voilà, et qui se sont déplacés, qui sont venus en Occident en apportant leur technique de construction dans ces pays occidentaux. Alors, des colonies, par exemple, en Tunisie, en Sicile, en Sardaigne, en Italie, dans le sud de l'Espagne et dans le sud de la France. Alors, sauf en Espagne et au Portugal, j'y reviendrai, on ne connaît pas, dans toutes ces régions-là,
de phases préliminaires avec des briques modelées ou découpées. Ce sont des phases qu'on a bien identifiées au Proche-Orient et en Égypte, où dans un premier temps, on fait des éléments modulaires à la main ou à la rigueur découpés, comme à Chypre, et après, on passe au moulage. Là, la brique crue arrive directement, parfaitement maîtrisée dans sa fabrication et dans sa maçonnerie. Alors, elle surgit partout, à peu près au même moment. Bien sûr, ça se passe sur 2 siècles, mais c'est quand même un temps assez court. Et surtout, elle s'impose, dès qu'elle arrive, elle s'impose et elle va se substituer à des modes de construction millénaires comme le torchis et la bauge. Et donc, elle va imposer aussi un type d'architecture et de bâtiment qui va de pair avec la brique, qui sont les plans orthogonaux, puisqu'on a des murs porteurs qui se croisent à angle droit, des murs qui vont pouvoir supporter aussi des toitures en terre que les orientaux ont apportées en Occident. Voilà. Et donc, on va pouvoir aussi créer des urbanismes, parce que le fait d'avoir des bâtiments quadrangulaires va permettre de les accoler et de constituer des îlots. Donc, ce sont des changements extrêmement profonds de l'habitat qui se produisent à ce moment-là dans l'ouest de la Méditerranée. Donc, si dans l'ensemble, on peut attribuer l'apparition de l'adobe entre le 8e et le 6e siècle à la colonisation, il y a quand même une exception à ce schéma qui se passe dans la péninsule ibérique. Alors, il semblerait, les archéologues espagnols défendent cette idée que dans la péninsule, on ait aussi un passage de la brique modelée à la brique moulée. On a dans le sud de l'Espagne et au Portugal, pour la période chalcolithique, au 3e et au 2e millénaire, quelques sites, très peu nombreux, avec des briques modelées. Mais ce n'est pas sur ces sites-là qu'apparaîtra la brique moulée. La brique moulée, elle apparaît entre le 11e et le 9e siècle dans des régions, d'une part ici, au sud-est, et surtout au nord et à l'ouest de ce qu'on appelle la Meseta centrale, donc dans des régions vraiment très, très septentrionales, et en dehors de tout contact avec les Phéniciens qui sont en train de s'installer dans le sud du pays. Donc, clairement, d'après les fouilles, il n'y a pas de contact avec les Orientaux, donc ce serait une invention autochtone. Alors, ce qui est un peu surprenant, c'est que sur ce site de Cortés de Navarre, tout à fait au nord de l'Espagne, on n'a pas de site de briques modelées, on a directement, dès les premières constructions, des briques qui sont parfaitement moulées et parfaitement appareillées. Voilà. Alors, dans ces régions du nord et du nord-ouest, où on construit en briques, la brique sert non seulement à l'habitat, donc comme on le voit ici, mais aussi pour des fortifications, c'est pour faire des enceintes absolument colossales en briques crues. Donc, pendant tout l'âge du fer, je ne montre pas tellement de photos parce que c'est un peu toujours la même chose. Pendant tout l'âge du fer, donc, les habitats d'Italie, d'Afrique du Nord, d'Espagne et de la frange côtière de la France vont bâtir en briques crues essentiellement, avec vraiment la bauge et le torchis comme tout à fait secondaires. Donc voilà quelques exemples. Les plus anciennes briques en France, ce sont des briques grecques trouvées à Marseille et qui datent du début du VIe siècle. Et après, sur le site de Mont-Laurès, une banquette par exemple, à Martigues, un mur assez spectaculaire du IVe siècle. Et on peut multiplier les exemples, ils sont extrêmement nombreux. Alors, voici quelques exemples. Donc, voilà un pan de mur effondré, par exemple, à Latte. Des reconstructions assez intéressantes à Martigues. On voit à chaque fois qu'on fait un soubassement en pierre, une élévation en adobe, qu'on arrase, on reconstruit, etc. Un mur assez impressionnant. La brique sert à faire donc, des banquettes, j'en ai montré, mais aussi des pavements. On en a pas mal d'exemples dans tous ces pays. Voilà un exemple marocain, très bien conservé à Zilil. Et d'autres exemples en Espagne. Bon, bref, je ne m'étends pas là-dessus, c'est quelque chose qui est assez simple, disons, à identifier.
Alors, à l'époque romaine, la situation change en France. Dans les autres pays, on avait toujours bâti en briques, on continue à construire en briques à l'époque romaine. Par contre, en France, avec la romanisation, eh bien, la brique s'étend dans tout le pays. Et d'ailleurs, elle va gagner l'ensemble des provinces occidentales de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on va la trouver dans des pays comme la Suisse ou l'Est de la France et même en Grande-Bretagne de façon assez régulière. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment dans le cadre de la romanisation et dans le cadre de tout un lot de techniques de construction qui sont diffusées par les Romains et dont cette technique de construction en terre qui n'est pas forcément adaptée à des climats humides puisqu'on peut avoir des problèmes pour le séchage et le stockage des briques. Donc après la chute de l'Empire romain, eh bien, tous les modes de construction à la romaine, voilà, les tuiles, les mortiers, les pierres taillées, etc., sont délaissés pendant des siècles. Alors, ça s'explique parce qu'avec les périodes troublées, les invasions, etc., les systèmes de production et surtout les réseaux de distribution sont complètement désorganisés dans tous les pays européens. Donc, la brique, entre autres, disparaît. Par contre, il n'est pas exclu qu'au Maghreb, au Maroc et en Algérie, l'adobe se soit maintenu. En tout cas, dès le début du Moyen-Âge, dès le haut Moyen-Âge, les architectures de briques sont à nouveau très populaires en Afrique du Nord. Ils vont être très popularisés dans le contexte de la conquête musulmane dans tous les pays du Maghreb et en Andalousie d'abord, puis dans toute la péninsule, à partir des 8e et 9e siècles qui correspondent à l'expansion musulmane. Donc ce mode de construction s'est pérennisé dans ces deux pays, de part et d'autre de Gibraltar, pratiquement jusqu'à nos jours, sans discontinuer. Dans certaines régions, notamment en Espagne ou au Portugal, on la trouve simplement dans l'habitat rural, mais dans d'autres régions, la brique a concerné aussi l'habitat urbain et les constructions monumentales. Et par exemple, au XIXe siècle, on voit de très belles maisons urbaines dans des villes portugaises et espagnoles qui sont construites en briques, mais dissimulées par des revêtements. Alors, l'histoire de l'adobe après l'Antiquité est mal connue, sauf en Sicile, dans le Piémont et en Sardaigne pour l'Italie, avec le cas de la Sardaigne qui est assez intéressant puisque la Sardaigne a été sous domination espagnole aragonaise pendant 4 siècles, du XIVe au XVIIIe siècle, et la construction en adobe y est particulièrement bien développée. Pardon. Alors, en France, le Moyen-Âge livre très peu d'informations sur la construction en briques. Vraiment des informations très parcimonieuses, on n'en a pas pendant le Haut Moyen-Âge, et on a quelques exemples, mais très clairsemés, dans le sud de la France, à Marseille, à Perpignan, à Agde, à Lézignan, un petit peu plus tard. Donc, 13e, 14e siècle, 15e siècle à la rigueur, mais très peu attesté. Bon, le fait qu'il y ait des bâtiments entiers construits en adobe laisse penser que c'est simplement un état de la recherche. On n'a pas encore trouvé les constructions en adobe. Ça viendra certainement. Il n'y a pas de raison que l'adobe ne soit pas représenté au même titre que la bauge et le pisé. Un petit peu plus tard, on trouve de l'adobe en Auvergne, par exemple dans le Puy-de-Dôme, au XVe, au XVIe siècle. Ensuite, eh bien, comme la bauge, on n'en trouvera plus dans le sud de la France jusqu'à des périodes modernes dans l'Hérault, peut-être au XVIIIe et XIXe siècle, dans l'habitat rural, alors qu'elle va être très répandue, au contraire, dans tout le sud-ouest et de façon plus marginale à partir du XVIIIe siècle dans plusieurs régions françaises. Alors, au XVIIIe siècle, c'est un peu particulier, c'est une époque de beaucoup d'expérimentation, c'est le siècle des Lumières, et on a pu essayer d'implanter des techniques de construction nouvelles dans des régions comme la Champagne, la Normandie, l'Alsace, la Belgique, où elles n'avaient pas pris, où elles avaient disparu depuis la période romaine. Alors, comme les autres techniques de construction en terre, la brique est abandonnée en Europe après la Seconde Guerre mondiale.
même si on a eu recours parfois ponctuellement juste après la guerre, dans des périodes de pénurie. Et par contre, l'adobe s'est maintenu dans le Maghreb jusqu'à nos jours, où il est fortement concurrencé aujourd'hui, malheureusement, par des parpaings en ciment. Alors, quelques exemples patrimoniaux, 17e, 18e, 20e, voilà, pour montrer un petit peu la diversité, enfin, le fait qu'il y ait de l'adobe dans tous ces pays, sous des formes différentes, que ce soit pour des fermes, des belles demeures, comme ça, dans le sud-ouest, ou des bâtiments, comme ici en Alsace, et pareil en Champagne, où la brique se trouve en remplissage de construction à pans de bois. Voilà. Mais en Champagne aussi des constructions qui sont entièrement en adobe. Voilà, j'en viens à la dernière technique de construction, qui est le pisé, qu'on peut aussi, voilà, on peut aussi parler de terre coffrée ou de terre damée, parce que suivant les cas, on n'est pas absolument sûr qu'on ait affaire à du pisé. Alors, l'important de la recherche, justement, c'est d'arriver à dater et situer l'invention du pisé à partir des données archéologiques, qui ne sont pas très nombreuses, à partir des sources écrites, qui ne sont pas toujours très claires non plus, pour voir s'il y a un passage d'abord de la terre coffrée à de la terre coffrée compactée et à la terre coffrée compactée entre des banches mobiles. Alors, j'emploierai souvent cette expression-là. Donc, actuellement, on peut reconnaître deux formes de pisé ou de terre coffrée en tout cas. Donc, le pisé le plus courant, le plus classique à partir du Moyen-Âge, qui est fait avec des banches mobiles qu'on va déplacer latéralement au fur et à mesure de la construction, qui reposent sur des clés transversales, qui laissent après des trous de clés quand on les enlève, voilà, et qui se caractérisent par une division modulaire, si vous voulez. Les banches font généralement 2 mètres de long, voilà, et 80 cm de haut, donc il va créer un aspect de module sur les parements en pisé. Alors, c'est un système qui a été diffusé à l'époque romaine, et c'est un système qui est à nouveau diffusé à partir de l'époque médiévale dans l'Occident. L'autre forme de pisé ou de terre coffrée, elle est faite avec des coffrages continus et certainement de petite hauteur. Ici, je vous donne un exemple chinois où on construit encore comme ça, donc avec des banches très peu hautes et qui sont calées par l'extérieur avec des poteaux qui sont fichés dans le sol et maintenus ensemble par des cordes. Voilà. Donc, au final, on construit plutôt des murs trumeaux, c'est-à-dire des portions de murs qu'on va juxtaposer, donc qui ne s'entrecroisent pas, qui sont juxtaposées avec des limites verticales et qui vont donner un aspect de construction continue sur la hauteur. Et dans le cas de maisons, donc sur des murs qui ne sont pas très longs, un aspect continu aussi sur toute la longueur. Donc c'est un système qui est attesté probablement en Afrique dans l'Antiquité, qui est attesté en France au début du Moyen-Âge, enfin au Moyen-Âge plein, pardon, qu'on connaît en Europe, par exemple en Hongrie, et actuellement en Chine. Alors, on va procéder par pays. Disons que pendant l'âge du fer, dans le sud de la France, rien n'indique la construction de pisé. Tous les murs en terre massive sont en bauge, on l'a vu, et elles perdurent jusqu'à l'époque romaine comprise. Alors, ce qu'on a pu voir par des fouilles, mais aussi par la micromorphologie, c'est que dans certains cas, les bases de murs ou des banquettes ont été mises en place avec des coffrages. C'est-à-dire qu'on a été capable de coffrer de la bauge sur des petites structures pas très hautes. En Italie, dans les habitats des 4e et 3e siècles du Sud, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de Serra di Vaglio, les archéologues restituent une sorte de bauge coffrée dans laquelle se trouvent des poteaux verticaux. Voilà. Pour la période suivante, qui est quand même plus intéressante, toujours en Italie, on connaît des constructions en terre massive qui n'ont pas l'air d'être de la bauge parce que la terre est beaucoup plus compacte et beaucoup plus granuleuse surtout. Donc à Pompéi, par exemple, à Cosa, donc c'est dans des niveaux des 2e et 1er siècles avant notre ère. Et un très bel exemple en Sicile, à Héracléa Minoa, avec des murs conservés sur plus d'1 mètre de haut et de très grande longueur, et qui, malheureusement, n'ont pas été fouillés.
Alors, les autres exemples viennent de Tunisie. Ils proviennent de fouilles anciennes. Donc, comme en Italie, ces murs n'ont pas été fouillés à l'époque, il fallait les conserver, et on n'a pas le droit non plus d'y intervenir pour les réétudier ou pour faire des prélèvements, pour de la micromorphologie par exemple, qui pourrait nous dire si c'est vraiment de la terre compactée. Alors, d'après les descriptions archéologiques, d'après les photos publiées et d'après ce mur que j'ai vu à Carthage, effectivement, on pourrait avoir affaire à de la terre coffrée, c'est une terre très caillouteuse comme à Héracléa Minoa, dans laquelle on ne voit pas de trou de clé. Donc, l'hypothèse, ce serait celle de coffrage continu, comme ce que je viens de montrer. Et sur le site de Kerkouan, qui est un site punique, dans le soubassement, il y a des saignées verticales qui font penser qu'on avait des montants verticaux inclus dans la maçonnerie finale, voilà, et qui servaient à maintenir les planches le temps du coffrage. Alors, ce système est d'ailleurs connu à l'époque romaine pour du béton, hein, c'est-à-dire avec les poteaux compris dans la maçonnerie. Alors, ce petit inventaire montre que tous ces murs supposés en pisé n'ont pas été fouillés pour mettre le mode de construction en évidence. Donc, la question qui reste en suspens, c'est celle de la fixation des planches, puisqu'il n'y a jamais de trou de clé et qu'il n'y a pas les ruptures horizontales et verticales caractéristiques du pisé actuel. Donc, c'est pour ça que j'envisage l'hypothèse de poteaux extérieurs pour fixer les coffrages. Alors, quoi qu'il en soit, il semble se produire quelque chose pendant les 3 derniers siècles avant notre ère dans cet espace méditerranéen occidental, un phénomène qui n'a pas d'équivalent du côté oriental, que je sache, ni d'ailleurs en Europe continentale. On continue à construire en torchis. Alors, quant à savoir si on est passé effectivement du coffrage de la terre plastique à celui de la terre quasiment sèche pour le pisé, et quant à savoir qui a inventé le principe génial du damage, eh bien, seules des fouilles axées sur cette problématique pourront apporter des réponses. Et notamment, je pense qu'il faudrait pouvoir mener des investigations en Italie et en Sicile. Alors, en ce qui concerne l'apport des sources latines, alors, elles ne sont pas très nombreuses. D'une part, au 1er siècle avant notre ère, l'agronome Varron mentionne que dans le territoire de Tarente, donc la région qu'on a vue tout à l'heure, dans le sud de l'Italie, on fait des clôtures dans une terre caillouteuse qui est mise en forme dans des moules. Donc la description correspondrait plutôt à du pisé banché. Mais d'un autre côté, à la même époque, ou un peu plus tard, l'architecte Vitruve n'en parle pas du tout, au 1er siècle de notre ère, il ne connaît que la brique et le pan de bois. Et d'autre part, au 1er siècle de notre ère, toujours, Pline l'Ancien, qui est à la fois un militaire et un encyclopédiste, hein, qui rapporte des tas de coutumes de tous les pays où il a voyagé, n'a pas l'air de connaître cette technique dans son propre pays, mais il la rapporte comme une particularité constructive des provinces d'Hispanie et d'Afrique. Et la description qu'il donne est extrêmement claire. Il dit que ce sont des murs moulés qui sont bourrés dans un moule avec 2 planches placées de part et d'autre. Et donc, ce sont des murs moulés. Et il est obligé d'inventer un mot, car il n'y en a pas en latin pour dire ça. Il invente le mot formakeos pour traduire une expression ibère ou punique, je ne sais pas. Voilà. Et donc, c'est une expression qui sera reprise beaucoup plus tard par ses successeurs et latinisée, hein, formacium ou formatum. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'en Espagne, on peut voir des postes d'observation d'Hannibal et des tours qui sont placés sur les chaînes de montagne. Donc, tout un appareil militaire de fortification qui daterait de la Seconde Guerre punique, donc de la fin du IIIe siècle avant notre ère. Donc, ce texte sur lequel reposent beaucoup d'hypothèses tend à renforcer l'idée d'une invention qui serait à la fois dans le monde punique et dans le monde ibérique, peut-être, on ne sait pas dans quel sens ça passe, mais qui va un peu dans le sens quand même des découvertes que l'on a faites. Alors, un dernier élément est d'ordre linguistique. Actuellement, au Maghreb, pour désigner le pisé, on parle de tabilla, et en Espagne, on parle de tapia, qui est le mot dérivé de tabilla. Or, c'est un mot qui n'est pas d'origine arabe, et donc les chercheurs ont pensé qu'il pouvait être d'origine berbère. Et on pensait à juste titre, puisqu'il s'avère, et je le sais depuis peu,
qu'on a des documents épigraphiques, notamment une stèle en latin qui concerne une tribu qui s'appelle les Tabianenses. Et d'autre part, dans la liste des provinces d'Afrique qui a été rédigée sous le règne de Dioclétien au IIIe siècle, on parle d'une Mauretania Tabia Insidiana. Donc, deux mentions de quelque chose qui est en rapport avec le tabia, qui a donné le mot tabia, qui est utilisé par les gens du Maghreb, qui n'est pas un mot arabe, et qui apparaît pour la première fois dans la littérature en langue arabe au Xe siècle chez Ibn Hukal. Alors, à partir de la période romaine, les exemples se multiplient en Afrique, aussi bien en Tunisie, en Libye, au Maroc et en Algérie. Voilà, tous ces murs, aucun de ces murs n'a pu être fouillé parce que soit c'était des fouilles anciennes et on ne peut pas y toucher, soit parce qu'ils portaient des enduits peints, et c'est pareil, il faut garder les enduits peints, même si les murs se cassent la figure. Voilà. Et même sur des murs tombés par terre, on n'a pas pu les fouiller, ils n'ont pas pu être fouillés pour des raisons de conservation des sites, etc. Donc, on ne sait rien sur le mode de mise en œuvre de la terre. Alors, sur les parements qui ont pu être observés, comme ici à El Djem, ou sur des grands panneaux comme ça, visiblement, il n'y a pas de trou de clé, il n'y a pas de traces de banchage. Alors, je vous montre ces exemples pour mettre en évidence des caractères du pisé qui ont été quand même détectés sur plusieurs constructions. Alors, par exemple, des signes de damage qui sont assez évidents sur ces murs de Lambèze. C'est un site sur lequel j'ai travaillé, mais je n'ai pas pu fouiller les murs, je n'ai pu qu'observer les parements. Donc, des signes de damage qui sont assez évidents, tout comme sur les murs d'Ampurias. Il y a tout un ensemble de murs du 1er siècle à Ampurias où les lits de damage sont très clairs. Et d'autre part, un autre signe caractéristique cette fois du pisé par banche mobile posée sur des clés, ce sont des trous de clés, ici et sur les murs d'Ampurias, qui correspondent au passage des clés, donc qui ont été mis en évidence sur des murs du 1er et du 2e siècle. Celui de Rira au Maroc est le seul actuellement en Afrique qui identifie cette technique de construction particulière. Donc, on est sûr qu'au 1er et 2e siècle, à la période romaine, en Afrique et en Espagne, on construisait avec du pisé à banche mobile. Alors, d'autres sites peuvent attester la construction selon ce principe, même si la partie en terre a disparu, parce que au sommet des sous-bassements se trouvent les trous de clés, les fameux trous de clés, voilà, laissés dans le sommet de la maçonnerie. Donc, dans tous ces exemples-là, que ce soit en Espagne, dans le sud de la France, l'Espagne du Sud, l'Espagne du Nord, on a la certitude d'une construction en pisé à banche mobile. Et le plus étonnant, c'est cet exemple en Angleterre du 2e siècle sur le site de Verulamium, où le sous-bassement comporte aussi des trous de clés, indiquant que là-bas aussi, on a pu construire en pisé. Alors, comme la technique de l'adobe et comme la bauge, ce mode de construction va disparaître à la fin de l'Empire romain, enfin, va disparaître, va devenir invisible au moins pendant quelques siècles. Donc, il faut attendre le début du Moyen-Âge, en Afrique du Nord et en Espagne, pour voir ressortir le pisé. Alors, d'une part, peut-être du pisé à banche continue sans trou de clé, comme cet exemple qui est le plus ancien au Maroc, enfin en Afrique du Nord, qui est daté du 9e siècle et qui se trouve à Sigil-Massa, donc quand même très au sud. Et d'autre part, du pisé classique, disons, à banche mobile, sur des clés qu'on va trouver par exemple à Calatayud, ici cette forteresse, ou à Niebla au 9e siècle, donc dès le début de la colonisation musulmane. Alors en France, donc je l'ai dit, pas de pisé au début du Moyen-Âge. Le pisé apparaît sous une forme tout à fait maîtrisée à partir de la fin du XIIe siècle, dans cet exemple marseillais, et surtout va être très répandu au XIIIe et XIVe siècle en Languedoc. En Provence, on ne connaît que les exemples de Marseille. Il n'y a pas d'autres villes non plus vraiment dans cette région-là. Donc, dans toutes les villes du Languedoc, à cette période-là, se mettent en place des faubourgs périurbains qui sont destinés à accueillir une population assez nombreuse.
Et donc, c'est un habitat de maisons très modeste, hein, très petite, très étroite, qui sont construites avec le matériau pris sur place, toujours extrait sur place. Quelquefois, il y a des caves ou des trous qui le montrent. Donc, un matériau qui ne coûte rien, qui n'a pas à être transporté, et un mode de mise en œuvre qui est extrêmement rapide. Alors, donc, on pourrait penser que ce pisé à banche mobile avec des gros trous de clés, comme on l'a en Afrique et en Espagne, est un emprunt direct aux régions musulmanes. Après, on peut se demander si c'est arrivé par l'Espagne ou si c'est simplement par des relations existantes, par exemple par le biais de relations commerciales qui sont bien attestées entre l'Espagne et l'Algérie. Enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Et on peut penser quand même que cette technique-là a été empruntée. Je vois mal comment on aurait inventé en même temps en France le même mode de construction exactement qu'en Afrique à ce moment-là. Alors, donc, dans tout le Languedoc, on construit avec ce système, mais pratiquement à la même période, hein, au XIVe siècle et même au XIIIe siècle, on voit aussi un usage du pisé pour des bâtiments assez prestigieux. Au XIIIe siècle, on peut citer la salle de la Diana à Montbrison, le prieuré de Montverdun, et puis le premier état du château de l'Abbatiale d'Urfé. Dans son état visible, c'est un petit château Renaissance, mais il y a un premier état où la construction en pisé est très importante. Donc voilà, quelque chose qui semble apparaître assez soudainement quand même à la fin du XIIe siècle et se développer durant tout le bas Moyen-Âge. Et puis, parallèlement, on retrouve un mode de construction de pisé, non pas à banche mobile, mais à coffrage extérieur, bon, qui a été démontré sur peu de sites, mais je pense que c'est quand même assez probant. D'abord à Marseille et ensuite très récemment à Saint-Gilles-du-Gard. Donc des exemples qui datent de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. Donc, ce sont des murs qui démarrent accrus sur le sol, sans soubassement et sans fondation, et pour lesquels on a pu mettre en évidence des séries de trous le long du parement qui indiquent la présence de poteaux qui avaient calé les banches. Donc, la question, c'est est-ce que c'est une invention qui découle là aussi de la bauge, c'est-à-dire qu'on s'est mis à coffrer de la terre et de la terre plus sèche et donc qu'on a damé, ou est-ce que c'est aussi un transfert de savoir-faire depuis le monde musulman? En tout cas, la technique du pisé va perdurer, alors non pas en Languedoc, bizarrement, mais en Provence, dans une petite partie de la Provence, dans une large région aussi de part et d'autre de la vallée du Rhône, hein, on peut dire entre justement les Bouches-du-Rhône et Mâcon, en gros, et entre le Dauphiné à l'est et l'Auvergne au sens large à l'ouest, dans une très, très large région, on construit en pisé au moins jusqu'au XIXe siècle. À Lyon même, des ensembles d'immeubles ont été édifiés au XVIIIe siècle sous l'influence de François Cointreau, qui est un grand prosélyte de la construction en pisé, et on en a construit encore au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et partout, on a affaire à cette technique des banches mobiles tenues par des clés. Alors, ensuite, le pisé va gagner le sud-ouest, donc il disparaît en Languedoc, mais il va gagner le sud-ouest, et on le retrouve toujours dans cette région du sud-ouest, dans le Toulousain, le Gers, l'Armagnac, etc., qui est une région où on construit énormément en terre et où toutes les techniques sont représentées, dont le pisé. Alors, je vais parler rapidement de la terre dans le second œuvre. Donc, sur les sites où on construit en terre, on fait non seulement les murs, mais on fait également toutes sortes d'enduits, des revêtements de confort, des revêtements qui viennent à l'époque romaine sous les enduits de mortier, des revêtements qui peuvent être peints à la chaux simplement, ou recouverts de terre colorée ou de peinture, on peut dire, aussi bien dans l'habitat gaulois que dans l'habitat ibérique. Alors, j'en ai parlé déjà pour les pavements, mais la terre sert également à faire des toitures. Alors, l'idée des toits plats en terre ne pose pas de problème aux archéologues africains et espagnols, puisqu'on a construit des toits en terre jusqu'à nos jours dans certaines régions de ces pays. Par contre, les archéologues français rechignent à admettre cette hypothèse.
alors que, selon moi, aussi bien à Martigues qu'à Latte, on a des preuves évidentes de ces toitures construites sur des roseaux. Ce sont des grandes épaisseurs de terre très plates, et à part provenir de la toiture, on ne voit pas d'où ça viendrait. Alors, il y a un usage très original de la terre qui existe à l'époque romaine, qui sert à faire des plafonds. Alors, ce sont des plafonds qui sont faits sur des bottes de phragmites assemblées par des cordes. Donc, pour faire ou bien des plafonds plats, ou bien, parce que c'est très souple, des voûtes et des arcs. Alors, il ne faudrait pas croire que ce sont des plafonds à bas coût. Au contraire, ils sont généralement ornés de très belles peintures, notamment le bleu lapis-lazuli, ou même à la feuille d'or, comme sur ce site, et le site de Lambèse en Algérie. Donc, ce sont des plafonds extrêmement luxueux. Et on s'est servi des propriétés particulières de la terre, à laquelle on a ajouté des produits animaux, des graisses animales, c'est-à-dire de laitage et des graisses, qui ont amélioré ces qualités de plasticité. Alors, au Moyen-Âge, on trouve encore des enduits muraux en terre sur des murs en terre. J'ai encore des exemples. Non, voilà. Donc la terre sert, voilà, à partir du moment où on construit en terre, la terre sert à construire aussi toutes les finitions d'une habitation. Donc je vois que le temps passe, on va passer aux architectures de terre monumentales. Alors bien sûr, on n'a pas de pyramides, de ziggourats ou de très gros temples comme on peut avoir au Proche-Orient ou en Égypte, mais la terre est bien présente, notamment dans les systèmes de fortification. Alors, les plus anciennes enceintes en terre remontent au néolithique, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, voilà, avec ces boulettes de terre qui, sur ce site en particulier au 4e millénaire, à Seille, donc la terre était extraite du fossé, le fossé servait certainement de chantier de préparation des boulettes, et ensuite elles étaient assemblées entre elles, agglomérées. On a retrouvé d'énormes boules, enfin, des tas de boules agglomérées entre elles, donc plaquées pour faire une structure qu'on a essayé de restituer un petit peu comme ça. Donc, il y a d'autres exemples pour le 3e millénaire et le chalcolithique. Alors, à l'âge du fer, c'est une toute autre technique qui apparaît. Ce sont les fortifications en adobe, avec ou sans soubassement de pierre, donc à l'imitation des fortifications grecques et orientales. Donc là, pas de doute que ce sont les colons, une fois de plus, qui ont apporté ce mode de fabrication des enceintes. Alors on en trouve beaucoup en Sicile et dans le sud de l'Italie, donc je peux citer Gela, Imer, Reggio de Calabre, Locre, etc. Dans des villes hellénisées, comme j'ai montré tout à l'heure, comme Arpi et Ordona aussi, qui ont des enceintes en adobe. Et aussi, dans ce très bel exemple-là, sur une colonie punique en Sicile, à Mozia, le site de Motier, voilà, on a une magnifique fortification en briques. En France, on peut citer sur des colonies grecques Agde et Marseille. Alors, bien sûr, partout, les indigènes de tous ces pays, y compris en Afrique, ont adopté ce système pour faire leurs propres remparts. Donc avec un magnifique exemple ici à Els Vilars en Catalogne, où on a pu restituer un mur à base de pierre et élévation en briques, sachant que le reste du site est également construit partiellement en briques. J'ai mis cet exemple pour montrer une fortification en briques, donc dans une oasis du sud de l'Algérie. Ce n'est pas très courant parce que c'est plus facile de construire des fortifications en pisé, mais dans des régions comme celle-là où l'habitat est en briques, eh bien, on a pu faire aussi des fortifications avec. Alors, ce qui est beaucoup plus répandu pour les fortifications, pour les enceintes, c'est le pisé. À partir du moment où on construit en pisé, à partir du 8e et 9e siècle, que ce soit dans tout le Maghreb ou dans toute la péninsule ibérique, on va voir apparaître des enceintes de villes ou de palais qui sont construites avec cette technique qui permet de faire des très longs segments linéaires très rapides, qui permet de faire des tours carrées ou polygonales aussi très, très facilement. Voilà. Donc c'est vraiment un système qui va se généraliser dans des monuments qui sont quand même assez imposants.
On va le trouver pour d'autres, j'en ai mis comme ça un petit peu en vrac, d'autres bâtiments comme ces très grandes écuries à Meknès, des écuries royales qui datent du XVIIe siècle, qui sont entièrement en pisé. Ici, un petit monastère dans le nord de l'Espagne qui serait du XVIe siècle. Voilà, les exemples sont nombreux. Certains sont très anciens, comme ces enceintes qui remonteraient au 9e, 10e siècle, parce qu'il s'agit de pisé ou de tapia, qui sont faites en ajoutant du mortier, c'est-à-dire que l'intérieur du mur est en terre normale, mais pendant la construction, on répand du mortier sur les parois, sur les banches, de sorte qu'on a une croûte, ça s'appelle la tapia calicostrada ou la tapia real, une croûte qui protège complètement l'intérieur en terre. Alors, un dernier exemple de ce type de construction, alors très moderne, celui-ci date du XVIIe siècle. En effet, la terre, mais alors sous une forme de pain de terre, d'espèce de pain de terre en bauge, réapparaît dans l'architecture militaire moderne. On en a des exemples bien connus par des traités de construction militaire au XVIIe et XVIIIe siècle, notamment Leblon au XVIIIe siècle. Voilà, qui décrit ce type de fortifications qui sont en terre, en fait, et parmentées, non pas en pierre, parce qu'il n'y en a pas, mais par ces pains de terre qui pénètrent très profondément dans la maçonnerie. Voilà. Après, d'autres types de bâtiments qui sont moins spectaculaires peut-être que les fortifications, mais quand même, qui sont des édifices complets. On trouve des églises en pisé, en bauge, des constructions assez typiques du Gers qui sont quelque chose entre le pisé et la bauge, comme ces maisons fortes ou granges cisterciennes du XVIe siècle. Et puis, des constructions un peu partout, alors ces énormes pigeonniers qu'on trouve en Castille et qui datent du XIXe siècle, qui sont en pisé pour la plupart, bien que certains soient aussi en bauge, ou des châteaux comme ce château de Vaugirard, qui est comme le château de la Bâtie d'Urfé que j'avais montré, qui dissimule complètement le pisé, bien entendu, bien qu'il tienne une part assez importante. Enfin, pour terminer, voilà. Ce qui est intéressant, c'est la question de l'image des architectures de terre dans les mentalités d'une société. Alors, surtout dans les pays de la rive nord de la Méditerranée, quand les constructeurs avaient accès à d'autres matériaux plus nobles, comme la pierre ou le bois. Alors, la réponse n'est pas univoque, hein, comme ça le prouve en France, l'emploi de la terre crue dans pas mal d'exemples d'architecture monumentale qu'on a vus, ou d'habitats de prestige, comme ces châteaux. Néanmoins, il est vrai que le retour à la terre, au lieu de la pierre ou de la brique cuite, a quand même pu stigmatiser à certaines périodes un habitat modeste, voire pauvre, comme dans le cas de ces lotissements que j'ai mentionnés dans les villes languedociennes au bas Moyen-Âge, ou des lotissements qu'on va retrouver fin 18e, 19e siècle en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Donc là, c'est clairement un habitat modeste, de même que l'habitat rural en Provence aussi. Le pisé ne sert qu'à cet habitat-là. Voilà. Mais quelquefois, le matériau a été utilisé pour des raisons pragmatiques et économiques par des gens qui voulaient quand même avoir une architecture de qualité. Et à ce moment-là, elle a été dissimulée, alors soit simplement par des enduits, ici c'est de la bauge, ici c'est de la brique, ici c'est du pisé encore. Ils sont toujours dissimulés par des enduits, des stucs, etc., des revêtements qui imitent des appareils, ou parfois par des revêtements qui sont en terre cuite, ou voilà, mais parfois même en pierre. Donc voilà, donc, la terre crue se montre dans les cas où tout le monde bâtit en terre, comme par exemple à la protohistoire, la terre crue se montre sans complexe, elle concerne toutes les couches de la société. Après, notamment en Europe,
c'est assez clair que la terre crue est toujours utilisée par les gens modestes, et quand elle est utilisée par des nobles, par la bourgeoisie, eh bien, quand même, on la dissimule, on ne veut pas admettre d'y avoir recouru. Voilà, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop longue, et je rends la parole à la salle et à Frédéric Leterlet. Oui. Alors, comment je fais pour sortir de mon truc là? Voilà. Alors, Frédéric, il faut remettre son micro. Hop. Voilà. Bien, merci Clérane pour cette très belle conférence qui nous a qui a ouvert beaucoup d'horizons à certains chercheurs qui connaissent mal trop souvent l'architecture en terre, et justement le fait qu'elle n'a pas été simplement limitée à une sorte de substitut, mais utilisé pour des édifices de prestige, et finalement également pour des édifices dont on a pu voir quelle est la longévité, puisqu'on a des monuments très importants qui sont conservés en élévation depuis un millénaire parfois. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup moins connu dans nos régions, où on imagine souvent, quand on discute avec des non-archéologues, voire avec certains archéologues, quelle époque antique, par exemple, on a beaucoup construit en terre, alors que l'image qu'on a partout diffusée, c'est une architecture en pierre avec des tuiles, alors qu'en réalité, on sait très bien que nous, archéologues, on trouve énormément de constructions antiques qui sont en terre, en pan de bois, et avec une couverture en matière végétale. Donc, je pense que ça va susciter beaucoup de questions de la part des auditeurs, à qui je passe la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions actuellement une question peut-être écrite. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent soit poser des questions oralement en prenant la parole, soit en posant des questions écrites par le chat qui est en bas de l'écran. Oui. Est-ce que c'est possible de poser une question orale? Bien sûr. On vous écoute. Alors, d'abord pour dire merci, j'ai beaucoup aimé cette conférence, vraiment c'était passionnant. Une toute petite précision pour la dernière image, le château de la Bâtie-d'Urfé est dans le Forêt et pas dans l'Auvergne. Mais bon, ça c'est un point de détail un peu patriotique. Et mes deux questions sont les suivantes. Premièrement, quand est-ce qu'on met de la paille, quand est-ce qu'on mélange de la paille à la terre pour le pisé ou pour la bauge? Donc, première question. Et deuxième question, quand on fait du pisé, est-ce qu'on laisse les clés en bois dans le mur ou est-ce qu'on les retire et on les remplace par quelque chose? Alors, première question à propos des matériaux. Alors, théoriquement, dans le pisé, il n'y a pas d'ajout. On se sert de la terre directement extraite sur place. Donc, c'est la terre qui a son humidité naturelle qui est très, très faible, 10% d'humidité à peu près. Et en théorie, on n'ajoute rien d'autre. Mais voilà, ça c'est encore à préciser parce qu'il paraît qu'en Algérie, on fait aussi des mélanges avec de la paille. Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Par contre, on met de la paille toujours quand on fait des mélanges de terre et d'eau pour faire des briques, du torchis ou de la bauge. Ça, il faut toujours des fibres pour consolider la terre. Quant à la deuxième question sur les clés sont toujours retirées et c'est ce qui laisse les fameux trous de clés. Et ils sont remplis généralement tout de suite après la construction avec du mortier, des cailloux, des choses comme ça.
voilà, pour boucher les trous, parce que sinon, ça ferait des courants d'air dans le bâtiment. Mais en général, ils sont remplis avec un matériau qui ne tient pas très bien, sauf si c'est du mortier. Et donc, ça permet de bien les voir. Merci beaucoup. Oui, j'aurais une question également pour Claire-Anne. Bonjour Claire-Anne, c'est Nina du coup. Ça va. Oui, alors je voulais te demander un peu par rapport aux constructions, bon, bien sûr pour le néolithique et plutôt l'âge du bronze. Est-ce que parce que bon, on a souvent des témoignages dans des contextes archéologiques qui sont du démantèlement, la plupart du temps, si on n'a pas trop de poteaux, de choses comme ça. Et finalement, quand on a des séries qui sont pas énormes en termes de quantité, est-ce que on peut pas, enfin, on pourrait, je sais pas comment dire, mais essayer de s'interroger peut-être plus sur la place possible des bâtiments annexes qui ont pu être construits plutôt que des grands habitats, tu sais, des bâtiments de 12 mètres, choses comme ça. Ça, c'est un truc que je me demande sur la place de ces petits bâtiments. Qu'est-ce que tu en penses, toi, dans les Je ne périodes? comprends pas très bien ta question. Ah, pardon, excuse-moi, ouais, parce que je suis en pleine réflexion. Non, tu parles les bâtiments annexes. Oui, les petits greniers, choses comme ça, comme tu montrais, il y a quand même voilà, une grande diversité dans les constructions en terre. Et est-ce que souvent on privilégie l'habitat véritablement, quoi, le bâtiment de grande dimension? Bah, c'est pas qu'on privilégie, mais c'est que bien souvent on travaille sur de l'habitat. Alors si c'est de l'habitat groupé, pour les périodes à partir de la protohistoire, c'est de l'habitat groupé de type urbain, donc il n'y a pas tellement de bâtiments annexes. Il y en a à Latte, quand même, j'en ai montré un, des bâtiments qui sont construits justement en torchis alors que le reste est en briques. Voilà. Il faudrait fouiller des habitats ruraux, et fouiller autour de fermes ou des choses comme ça. Ouais, d'accord. Non, mais très bien, je te remercie. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que par rapport à un mode de construction dominant comme peut être l'adobe ou le pisé, c'est vrai qu'on peut avoir des bâtiments annexes qui vont être plutôt du léger, autoplanté. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Alors, il y a une question, mais ce n'est pas vraiment une question là, dans les questions écrites. Quelqu'un qui me demande d'avoir des diapos, qui est intéressé par des diapos, demande si je peux les lui fournir. À ce moment-là, il faut passer par les organisateurs de la conférence qui donneront mon mail à la personne. M'entends, Frédéric ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de... Voilà, si certaines personnes veulent entrer en contact avec moi, ils vous contactent à la MOM et vous donnerez mon adresse. Voilà. Si je peux donner des diapos, des photos. Alors, je vois qu'il y a une autre photo et une autre question, pardon, sur le mortier. Qui demande quelle est la composition des mortiers qui servent pour cacher l'adobe. Pour cacher l'adobe, c'est ça? Oui, enfin, qui est... Bon, alors en général, déjà, les mortiers de liaison de l'adobe, généralement, c'est de la terre, mais parfois, c'est du mortier. Ça peut arriver, ce n'est pas vraiment utile, il vaut mieux utiliser de la terre d'ailleurs. Et les enduits, généralement aussi, au moins les premières couches sont en terre. Alors, dans l'habitat protohistorique, c'est toujours de la terre. Et après, à la période romaine, on a encore des enduits de terre qui peuvent servir à unifier la paroi, qui peuvent servir d'isolant, mais qui sont striés ou piquetés pour appliquer l'enduit au mortier. Alors, la question était plus spécifiquement sur les murs de fortification. Je crois que tout à l'heure, tu as montré un mur de fortification en disant qu'il y avait un enduit par-dessus, et je pense que c'est spécifiquement là-dessus que la question portait. Attends, on parle du pisé ou de la brique? Je n'ai pas montré. La terre, d'une façon générale. Ah non, parce que c'est deux choses. Ou bien on construit en brique et on plaque un revêtement par-dessus, ou bien dans le pisé, notamment ces pisés espagnols et maghrébins, on construit en même temps dans la banche le parement qui, lui, va être en mortier. Voilà.
Donc, il n'y a pas besoin de rajouter une couche de mortier par-dessus. Elle est déjà dans la banche. D'accord. Et donc, la question était aussi sur la composition de ce mortier. Voilà. C'est mortier de chaux, sablé chaud, quoi. Voilà, donc il y avait aussi une remarque sur Lyon, plus spécifiquement sur Lyon, où la construction en pisé avait effectivement été interdite par un arrêté préfectoral au XIXe siècle suite à des inondations. Ce qui montre bien que c'était une construction, et dans mon souvenir, c'était surtout sur la rive gauche du Rhône, hein, qui avait été très touchée par les inondations. Donc, une urbanisation relativement récente à l'époque, ce qui montre bien, comme Cléran l'a dit d'ailleurs, que c'était un type de construction qui était particulièrement développé à Lyon au XVIIIe, XIXe siècle, et qui donc a été interdite parce qu'effectivement, elle résistait mal aux crues. Alors, inversement, en Bretagne, dans la région de Rennes, au XVIe siècle, on interdit de construire en pans de bois à cause des incendies et on développe au contraire la construction en bauge, qui est plus sûre. Voilà, il n'y a pas d'inondation. Ça dépend des circonstances. Voilà. Alors, il y a une autre question que je vais lire. Hein. Dans un environnement montagnard où la pierre est majoritaire et les sols sédimentaires parfois faiblement présents, le problème de la mise en évidence des architectures médiévales en terre se pose. Quelles seraient les techniques référentes, les résidences les plus pertinentes pour les détecter? Les quoi? Quelles seraient les techniques les plus pertinentes pour les détecter? Alors, bon, moi, je peux parler d'exemples proto-historiques où sur des collines, bon, elles ne sont pas très hautes, ce pas des montagnes, hein, mais c'est des collines avec des substrats en pierre où la pierre est facilement accessible. On construit en briques crues, c'est-à-dire que les briques crues sont fabriquées en bas de l'oppidum, près du cours d'eau ou d'un plan d'eau, et les briques sont montées ensuite sur la hauteur. Alors, on peut penser aussi qu'à des époques comme le Moyen-Âge, on a pu faire la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué de monter avec un âne des lots de briques sur une montagne. Voilà. Après, construire en pisé, dans l'Atlas, par exemple, l'Atlas marocain, on construit en pisé. Tout dépend aussi de l'environnement immédiat. Voilà. Est-ce que c'est plus de la pierre? Est-ce qu'il y a de la terre quand même en quantité? Voilà. Et la bauge est plus adaptée, je l'ai dit, à des régions très humides, pas à la montagne. D'une façon générale, le déterminisme n'est pas la règle. Il y a des tas d'endroits où on construit en pisé alors que la pierre est abondante. On a l'impression que c'est des avantages parce qu'on avait l'habitude de construire un certain type de bâtiment en pisé. Je pense par exemple dans les monts du Forêt où on a très nombreuses constructions en pisé alors qu'on a de la pierre, des falaises de pierre, des carrières abondantes à côté. Donc c'était à la limite plus facile de trouver de la pierre et néanmoins on a construit en terre. Oui, soit parce que ça présentait des avantages ou ça nécessitait moins de technicité éventuellement. Mais je pense que dans bien des cas, c'est par habitude. Oui, voilà, ce sont des traits culturels, enfin, c'est des habitudes culturelles qui font qu'on construit avec ce mode de construction-là et qu'on va l'utiliser même si l'environnement n'est pas adapté. Voilà. Et il y avait aussi une question sur les lignes transversales blanches qu'on voit sur des murs en pisé. Et on demande si dans nos régions, c'est-à-dire en Auvergne-Rhône-Alpes, et si c'était une pratique particulièrement, enfin spécifiquement locale. Alors, cette technique de faire des cordons de mortier entre les banches, alors soit horizontalement, verticalement ou en oblique. Oblique, c'est spécifique à vos régions, régions de Lyon, Dauphiné et aux forêts. Voilà.
c'est quelque chose qui apparaît assez récemment hein, dans l'histoire du pisé au Moyen-Âge. On en trouve un petit peu au Moyen-Âge dans les exemples languedociens, mais c'est quelque chose qui se développe plutôt à partir du XVIIIe siècle, hein, d'après ce que je sais, dans vos régions. Oui, effectivement, la plupart des exemples que je connais, c'est des constructions 19e, voire début 20e. Voilà, et dans le château de la Bâtie d'Urfé, par exemple, j'ai pu voir les murs, il n'y a pas de mortier, c'est du pisé que de terre. Bon, je ne vois pas d'autres questions, ni écrites ni orales, à moins que quelqu'un ait un remords. J'ai juste une précision par rapport à la question qui était sur l'environnement montagnard. La personne voulait évoquer les techniques de détection archéologique en fouille. Voilà. À la fouille, enfin, je ne comprends pas très bien la question, parce qu'à la fouille, si on fouille des niveaux de démolition, ou bien on n'a que de la pierre, ou bien on a aussi soit sous forme d'amas, soit sous forme de couches fondues. Enfin, je connais un site, par exemple, dans les Pyrénées, enfin, en bas des Pyrénées, dans les Alpes, où il y a des espèces de plages de terre qui font penser qu'il y a eu des parties en terre sur le site. Après, on n'arrive pas à dire si c'était du torchis ou autre chose, mais voilà, la présence de terre est attestée comme ça. Je vais continuer puisque moi, on m'envoie les questions. Alors, je le répéterai un peu plus souvent la prochaine fois. Il faut absolument les envoyer à Frédéric Letterlet. Du coup, je vais la lire moi-même. Est-ce que le pisé, lui aussi, impose un plan orthogonal comme les briques de terre crue, ou est-ce que l'on trouve des exemples de pisé utilisés dans des constructions à forme plus organique? Alors, j'ai montré les fameux pisés de Castille qui sont ronds, mais alors, ils sont tellement grands que bon, on peut faire un système faceté assez facilement. On connaît aussi des tours de plan arrondis. Il y avait dans la région de Lyon, mais je crois qu'il a été démoli à Reventin-Vaugris, un pigeonnier en pisé aussi qui était circulaire. Donc, on peut arriver à coffrer du pisé en rond. J'imagine, là c'est une question purement personnelle, mais que dans le cas d'un pigeonnier, la structure intérieure n'est pas, peut être complétée par des boulins. Oui, non, mais alors, dans les pigeonniers, j'aurais pu montrer une photo de l'intérieur, dans les pigeonniers de Castille, tout l'intérieur, tous les boulins se sont faits en pisé. Donc, aussi en pisé, d'accord. Tout est en terre, oui. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Moi, je n'en ai plus de mon côté. Frédéric? Non plus. Non plus. Non. Il me reste à remercier une nouvelle fois Claire-Anne pour cette belle conférence. Merci à vous pour l'invitation. Je remercie aussi le pôle communication et Karine Mercier pour l'organisation. Merci Karine. Si j'arrive à vous projeter. Je voulais aussi vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu donc le 17 mars prochain, la conférence de Yona Waxman sur le site de Calcis. Ça passe à l'écran, donc c'est encore mieux. Donc, j'espère que vous serez aussi nombreux pour cette passionnante conférence du mois prochain. Et je vous dis à tous une bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.